Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut tout le monde, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui épisode 25 et comme tous les 5 épisodes, on regarde un film un peu spécial dans la carrière de Jean-Claude et aujourd'hui c'est Street Fighter, l'ultime combat. En 1994 au Québec, il s'appelle Le Bagarreur de rue. Donc un film de Steven de Souza, adapté de Street Fighter 2, le célèbre jeu vidéo de Capcom. Steven de Souza, c'est un grand nom quand même, c'est un scénariste de base. Il a bossé sur 48 heures, sur Commando, avec Schwarzenegger. C'est lui qui a fait le scénario aussi de Running Man, mais surtout, c'est lui qui est scénariste de Piège de Cristal, un des plus grands films d'action de tous les temps. Le film de John McTiernan, il va signer aussi 58 minutes pour vivre, qui est un scénario un peu plus oubliable. Et donc ce Steven de Souza, il va petit à petit s'effondrer, puisque bon, après La famille Pierre à Feu et Le flic de Beverly Hills 3, il signera plus rien de vraiment incroyable, puisqu'il va enchaîner Street Fighter, l'ultime combat, Judge Dredd avec Stallone, c'est lui qui est auteur du scénario, que j'aime bien, qui est quand même assez nanardesque. Et enfin, il va terminer sa carrière sur le scénario de Piège à Hong Kong, dont on a parlé déjà. Et puis le scénario du deuxième Tomb Raider, le berceau de la vie, dont j'ai aucun souvenir, voilà, au niveau du scénario. Steven de Souza, donc premier film pour lui, et ça va être son dernier au cinéma. Il va faire des téléfilms, je crois, à côté, mais sa carrière de réalisateur va tourner court. Donc il adapte le film de Capcom. Alors ce qui est étonnant, c'est que Van Damme en fait devait être dans le jeu Mortal Kombat. Le personnage de Johnny Cage en fait a pris pour modèle Jean-Claude Van Damme et il s'est fallu d'un rien qu'il soit lui-même dans le jeu Mortal Kombat. Donc c'est le jeu de Midway, le jeu vraiment concurrent de Street Fighter, et donc Van Damme joue donc le colonel Guile, qui est le personnage principal de cette adaptation cinématographique de Street Fighter 2. A noter qu'en 95 il y aura une adaptation en jeu vidéo du film, donc on boucle la boucle, c'est un peu étonnant. Donc Street Fighter, le film, est un jeu vidéo édité en 95 par Capcom et qui va reprendre en sprite les personnages du film. Ça semble être une bonne idée comme ça, mais très mauvais jeu. Alors quelles sont les intentions du réalisateur quand il fait ce Street Fighter ? Alors on a retrouvé des interviews de lui où il dit qu'il voulait faire en fait un mélange entre Star Wars, un James Bond et un film de guerre, qui voulait pas forcément reprendre le concept de tournoi international, mais qui voulait faire un grand film comme ça, un peu géopolitique et très très pulp. Bon, c'est très très pulp, au final, on va y revenir. Et on va commencer par introduire donc l'histoire. Bonsoir, ici Sander Vanocourt pour GNT Info, avec tout d'abord la crise au Shadaloo. Après 7 mois de combat, la guerre civile a peut-être pris un tournant décisif. Ici Shen Lizang pour GNT Info. Les nations alliées s'efforcent de consolider leur emprise sur la ville de Shadaloo. Il aura fallu une nuit de guérilla pour que cette ville portuaire stratégique soit libérée. Les forces de l'Organisation des Nations Alliées savent qu'elles ont affaire à un dictateur ivre de pouvoir qui n'a pas hésité à employer l'argent de la drogue pour équiper son armée d'une technologie de pointe. Selon les experts occidentaux des centres de contre-espionnage, celle-ci pourrait rivaliser avec toutes les nations industrialisées. Il y a à peine plus de 24 heures, cet imprévisible et dangereux despote a semé une nouvelle terreur en kidnappant 63 travailleurs d'une organisation humanitaire dans une province au nord de Shadaloo. Le général autoproclamé exige pour leur libération une rançon délirante de 20 milliards de dollars. Mais pourquoi ? Pourquoi suis-je encore un despote aux yeux du monde ? Un fou furieux, moi ? Alors que ma seule ambition est de créer le soldat parfait, génétiquement parfait. Pas pour le pouvoir, pas à des fins nuisibles, mais pour le bien de tous. Carlos Blanca est le premier d'une lignée qui émergera le sabre au clair de mon laboratoire et réduira en poussière les adversaires, les réfractaires de toutes les nations, de toutes les idéologies. Jusqu'à ce que la planète soit sous la bienveillante emprise de la paix bisonique.
alors le monde connaîtra le bonheur. Et toute l'humanité se prosternera devant moi, éperdue de gratitude. Alors vous l'avez compris, le film il est narré par la reporter, donc Chun-Li, qui va couvrir cette guerre. On a tous les détails des opérations militaires, de qui est disparu, de qu'est-ce qui se passe. Et ça va donner en fait au méchant qui est enfermé dans son bunker toutes les informations sur ce qui se passe, et lui va réagir en temps réel. Et il y a un côté comme ça un peu étrange, voilà, de surinformation en permanence. Alors, c'est un film qui est bourré d'incohérences, mais donc ça commence par cette espèce de prise de parole du méchant M. Bison, donc de général Bison, qui va en fait faire une sorte de visioconférence par journaux télévisés interposés avec Giles, ce qui a absolument aucun sens, ce qui est absolument absurde. Mais ça donne le ton d'un film qui se débarrasse comme ça par des artefacts très simples de toutes les conventions de logique. Et ça en fait un film complètement nanardesque. Je vais vous parler de la distribution, parce qu'elle est quand même assez piquante. Donc on a Jean-Claude Van Damme, légèrement peroxydé, en colonel Guile, donc c'est le chef des armées, complètement décomplexé lui aussi, qui prend des décisions, qui est un leader incroyable, qui est un bagarreur hors pair, et qui était largement cocaïné sur le tournage. On parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars par semaine de consommation, donc ce qui en faisait un Jean-Claude qui faisait la fête la nuit, qui arrivait complètement dans un autre état et qui était particulièrement compliqué à diriger. Pour autant investi dans son rôle comme d'habitude. On l'a même vu sur le tournage en train de diriger les chorégraphies de combat. On a aussi Raoul Julia. Alors c'est le dernier film de Raoul Julia, le grand Raoul Julia, qu'on a surtout vu dans La famille Addams, qui est un acteur comme ça, qui est dans l'excès et qui dans ce film donc est en total roue libre. Il surjoue des yeux, des mimiques. Voilà. Alors c'est quelqu'un qui était, il est décédé juste après le tournage. C'est quelqu'un qui a jamais vu le film monter. Il a accepté le rôle pour ses enfants, pour qu'ils puissent se voir dans un film, l'adaptation de leur jeu vidéo préféré, on va dire. Il cabotine à mort et il est hilarant, c'est ultra nanardesque, mais c'est dramatique de finir sur une note comme ça. Voilà. Ensuite on a quelques autres actrices remarquables. Kylie Minogue, Cammy White, qui fait plutôt le job, qui est plutôt la touche charme, et qui physiquement envoie un peu du steak dans ses, quand elle est dans ses tenues militaires là, elle dénote pas, et puis elle fait le job. Et donc l'actrice Ming-Na aussi, qu'on a vu dans beaucoup de séries, des Agents du Shield, récemment dans Mandalorian, The Darkness, on l'a vu dans un bon paquet de séries télévisées, et le reste du casting c'est des gros inconnus, et puis il faut quand même raconter que le film s'évertue ou s'efforce à montrer tous les personnages du jeu. Donc ils sont tous là. Il y a donc Guile, Bison, on en a parlé, Chun-Li, il y a Ken, il y a Ryu, il y a donc Camille, j'en ai parlé, il y a le docteur Dalsim. Alors le docteur Dalsim, normalement c'est un espèce de d'hindou, alors là c'est un docteur qui fait de la chimie avec des fioles qui fuient, c'est assez savoureux. On a Sagat, on a Balrog. Alors Balrog c'est un grand moment, parce qu'en fait c'est le copain de Guile qui a été capturé et qui est lobotomisé avec des images de guerre pendant tout le film, et on lui branche des poches de produits chimiques, donc de mutagènes et d'anabolisants pour développer ses muscles à hauteur de 100% du volume normal. Et donc le gentil docteur Dalsin va le sauver en lui mettant des images de mariage et de paix
ce qui va complètement faire foirer les plans machiavéliques de Monsieur Bison. On a aussi Honda. Alors Honda, c'est plus un sumo japonais, c'est un surfeur hawaïen là dans la série. Mais tous les personnages sont comme ça, un peu twistés. Ils ont le look du jeu, il y a pas de problème. Ils ont les costumes quasiment, c'est plutôt très fidèle. Mais alors les personnages n'ont absolument rien à voir. Et puis surtout, ils sont catapultés. On a énormément de personnages, ça a aucun intérêt. Il y a Vega, il y a Zangief. Alors Zangief, c'est à mourir de rire puisque il est absolument pas russe, c'est un homme de main à la con, et puis il se rend compte à la fin, je vais vous mettre le passage, il se rend compte à la fin qu'en fait il a été trompé, il n'est pas du côté des gentils comme il le pensait, et donc il va retourner sa veste. DJ, pourquoi t'es pas en uniforme? Les ennemis de la paix et de la liberté sont à nos portes. T'as disjoncté ou tu le fais exprès? C'est notre patron qui est l'ennemi de la paix et de la liberté. Tous ces gens sont venus du monde entier pour arrêter le massacre. Sauve ta peau pendant qu'il en a encore temps. Le général Bison? C'est lui le méchant de l'histoire? Si tu le sais, pourquoi tu travailles pour lui? Parce qu'il m'a payé un salaire phénoménal, pauvre cloche. Tu as été payé? Alors on introduit la plupart des personnages un peu au chausse-pied. Ryu et Ken avec Sagat et d'autres sont dans des histoires de combats clandestins et de livraison d'armes. Sagat livre des armes à Monsieur Bison, hein, c'est comme ça qu'il fait sa guerre et qu'il a la meilleure armée du monde. Mais on voit pas de combat, hein. Les combats démarrent en général et sont interrompus. Alors il y a une belle scène où on croit qu'on va avoir un super combat, Ken c'est Ryu contre Vega, et en fait non, Van Damme arrive avec un énorme char accompagné de missiles, il sort de là et, avec 2 flingues et il arrête tout le monde alors qu'ils sont 120. Ah, ça a aucun sens, mais c'est tout le film qui est comme ça, donc c'est assez fantastique. Puis on a un char avec des missiles, enfin c'est génial, c'est du grand art. Donc ça c'est le début. Ensuite on a donc Gail qui fait un super plan. Alors on parlait d'influence. Alors est-ce qu'on a influence James Bond? Tout petit peu, il y a une histoire de bateau furtif. Je pense que c'est ça le côté James Bond. Est-ce qu'on a un côté film de guerre? Alors, il y a toute une partie, donc à partir du moment où il fait le super plan, ils vont donc prendre d'assaut la forteresse, et alors là on a surtout des plans de mecs qui balancent des grenades, de sauts de trampoline, et puis des plans, des contre-plans de mecs qui tirent à la mitrailleuse. Donc on a un peu un côté film de guerre, mais c'est super naze. Le côté Star Wars, on l'a complètement. En fait, en le revoyant sur cet angle-là, c'est assez étonnant, parce que je vais vous passer la scène du briefing. Il n'y a pas que ça. Bon, on va écouter la scène du briefing. Aérienne est évidemment impossible. Notre seule chance sera une petite unité amphibie attaquant par ici. Le gros des forces viendra par le nord, mais une vedette s'infiltrera simultanément. Une vedette armée de technologie de furtivité qui pourra remonter le fleuve et neutraliser les défenses sur le front est. Mon colonel, Je vous écoute. une seule embarcation contre tout son arsenal? Il faudrait un pilote fou allié pour accepter cette mission. Je vous rassure, Bison a eu la gentillesse de me filer la rage. Je piloterai. Synchronisez vos montres. Il est 5h21, départ à 6h pile. Ce sera tout. Voilà, ça vous a peut-être rappelé quelque chose? Non? Bon. Légèrement inspiré? Alors tous les soldats ennemis ont des espèces de casques, ils se baladent en patrouille de 8, 2 par 2 comme ça dans les couloirs avec des plans qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit dans les coursives de l'Étoile Noire dans l'épisode 4 par exemple, ça n'a rien à voir. Et alors pendant la bagarre, c'est génial parce que on a les mêmes plans, on a des soldats de Bison qui savent pas viser, qui visent partout, les héros qui se déplacent. Alors ouais, c'est vraiment, ils se déplacent exactement comme dans Star Wars, où ils se déplacent dans les coursives comme ça, ils tirent, ils abattent des gars qui tombent en hurlant. Exactement, quand on le prend sous l'angle de Star Wars, c'est évident. Et alors à la fin, je vous le mettrai dans les extraits juste avant les notes. Mais on a un petit discours de Bison en mode empereur. Et puis en plus, à la fin, il met des gants magnétiques qui balancent des éclairs. Donc on est dans un truc... si vous voulez faire un mélange de Star Wars, de film de guerre et de James Bond, si c'était son intention, bon allez, il y a 3% de James Bond, il y a 10% de Star Wars, et puis on va dire 5% de film de guerre, voilà, puis tout ce qui reste, c'est un peu du n'importe quoi, mais au final, on rigole bien.
Donc enfin, Guile et les gentils s'infiltrent dans la forteresse. Puis il y a des bagarres, et puis la forteresse va exploser en fait, parce que tout va merder. Ce qui est génial, c'est que les otages sont tous enfermés au centre de la salle du méchant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de décors, on est beaucoup dans la salle du QG du méchant. Il se balade dans un espèce de bureau volant un peu ridicule, un peu comme dans le jeu, mais ça n'a aucun sens là dans le film. Et tous les otages sont sous une espèce de double trappe qui est vraiment au centre de la salle, un peu comme dans un puits. Et le méchant, de temps en temps, demande d'ouvrir la trappe, et on a une voix off. Je n'ai pas parlé de la voix off, mais c'est la voix de la base, la voix de l'intelligence artificielle, qui commande tout, et qui fait absolument... qui dit aux gens de faire attention, qui décrète que les systèmes d'alerte, blablabla. C'est incroyable, on est vraiment comme dans un James Bond. Ah, c'est ça, peut-être ça, les 5% de James Bond. Il y a le bateau furtif et la voix off débile de la base. Et là, ça va un peu loin. Je vous ai mis un petit extrait où la voix nous demande de faire attention parce qu'on ouvre la trappe des otages. Ouvrez la fosse aux otages, maintenant. Fosse aux otages ouverte. Veuillez dégager les abords de la fosse. Fosse aux otages ouverte. Et c'est comme ça pendant tout le film. La voix nous dit de faire attention. Bon, bien sûr, ça se termine pas bien. Il y a un espèce de combat final entre Bison et Guile. Alors Bison, l'acteur a pas vraiment de super compétences martiales, donc le combat est un peu naze. Globalement, les combats sont nuls. Et en fait, on voit le début des combats, on voit un coup en l'air, et hop, il y a un cut. On passe sur une autre scène, puis on revient plus tard dans le combat. Il y en a un qui est pas mal, c'est Ryuken contre Vega et Sagat, qui est plutôt... qui est moins ridicule que le reste, quoi. Il y a un peu de coup porté, il y a un peu de suspense, il y a un peu de mise en situation. Après, c'est dans un décor ridicule, parce qu'ils sont dans un gymnase à ce moment-là, donc c'est là où les hommes de main, ça fait 9 mètres carrés, hein, mais c'est là où les hommes de main font de la muscu, donc il y a des haltères, il y a un petit peu des trucs de musculation, et il y a le four, donc l'incinérateur, où le méchant brûle les vêtements des héros quand ils arrivent. Enfin, j'imagine que c'est là où on brûle les documents secrets quand il faut pas qu'on les retrouve. Donc voilà, tout ça c'est dans le gymnase des sbires pour qu'ils soient bien entraînés, qu'ils puissent être bien musclés. Bon, le film finit sur en gros tout le monde qui fuit, Bison qui est au tapis sur un final de combat pas vraiment satisfaisant. Tout le monde se retrouve à la fin, ils pensent que Guile est mort dans l'explosion, mais non, il revient. Ils sont des sourires, ils draguent Chun-Li d'une manière pas très subtile. Et donc, je sais plus, il y a une énorme explosion géante et ils se mettent à sauter. Et ça fait l'image finale avec le logo. On voit bien tous les personnages pour montrer qu'on est fidèle au jeu. Voilà, je vous ai raconté un peu Street Fighter, l'ultime combat. Voilà, il y a pas mal d'anecdotes autour du film. Hein. C'était vraiment une vraie catastrophe ce tournage. C'est quand même un film qui a coûté la bagatelle de 35 millions de budget et qui a été largement rentable. Il a rapporté plus de 100 millions de dollars. Pourtant, il n'y aura pas de suite avec Van Damme, il y aura d'autres films Street Fighter. Un énorme échec critique, mais une bonne opération commerciale. Docteur Dalsim, comment vont les recherches aujourd'hui? Comme toujours, corrompu, dévoyé, ma science dénaturée, servant la perversion au lieu de la paix. Voilà ce qu'on va faire. Quand j'aurai écrasé mes ennemis, je vous obtiendrai un contrat de publication. On serait heureux à moins. Allons voir où en est votre patient. Tient peut-être notre couverture. Si Victor Sagat fournit des armes à Bison, alors il doit savoir où Bison a son QG. Il nous suffirait donc d'infiltrer un de nos opérateurs dans son organisation. Mais la première tâche du nouveau commandant en chef de la Fort Prona sera les funérailles du colonel Gill. Grande nouvelle, toutes mes félicitations. Je suis en deuil, imbécile. Ok. J'avais espéré l'affronter en personne et face à face. D'un honorable chevalier à l'autre. Un vrai combat empreint de respect. Puis je l'aurais écrasé comme une punaise. Ah! Les occasions perdues, la vie qui file entre les doigts. Ces billets ne valent pas leur poids de papier toilette. Bien au contraire, Sagat. $1 Bison sera échangé pour 5 livres sterling sur le marché international. Ce taux sera obligeamment fixé par la Banque d'Angleterre une fois que la reine Elisabeth sera mon otage. Alors, note artistique, je lui ai mis 3.
Donc à égalité avec Le Dernier Mercenaire par exemple, ou Point d'Impact, ou The Order d'ailleurs, on est moins bien qu'Universal Soldier bien entendu. Donc en fait c'est nul, mais surtout parce que le scénario est absolument délirant, personne n'est dirigé, c'est un assemblage de scènes, je pense que déjà le script et le storyboard, personne l'a revu, quoi, personne l'a relu, c'est absolument pas sérieux, donc on se retrouve avec un film qui ressemble absolument à rien, et c'est un film qui ne fait pas du tout, je pense, honneur aux gens qui attendaient un jeu, au moins un film de bagarre. Si vous aimez Street Fighter, le jeu vidéo, Street Fighter 2 et compagnie, moi je vous préconise plutôt Bloodsport, qui est un film de tournoi, qui est vraiment un bon film si on attend un tournoi avec des gens du monde entier. Même, je vous conseille également Le Grand Tournoi. Le Grand Tournoi qui est j'en ai parlé, on dirait un remake de Bloodsport, c'est le film réalisé par Van Damme. C'est 150 fois mieux que Street Fighter, et je pense que voilà, vous le maquillez un peu en tournoi Street Fighter, et on a un truc qui est un peu plus satisfaisant pour les amateurs de jeux de bagarre. Et j'ai même envie de dire, si vous aimez les jeux de combat, Mortal Kombat, le film de 95 avec Christophe Lambert, est plutôt une bonne adaptation. C'est pas un bon film pour autant, hein, mais c'est un film qui se moque pas de son public, et on y retrouve de la vraie bagarre, voilà, l'ambiance, l'univers est là, et respecté. On arrive à la bagarre. Donc notre bagarre, je lui ai mis 2. Alors 2, c'est très très bas. On est à égalité avec... c'est le pire score. On est à égalité avec Black Eagle, l'arme absolue. Et on est moins bien que tout ce qu'on a vu de moins bien jusque-là. Donc notamment l'empreinte de la mort, qui avait pas trop de bagarres au corps à corps, qui avait juste 4. Ou Le Dernier Mercenaire, mais qui a des bagarres qui sont un peu mieux chorégraphiées. Là, en fait, on a un refus de... on appellerait ça un refus de combat, c'est au judo ou dans les arts martiaux. Voilà, on a des débuts de combat coupés tout de suite, on y revient quand ils sont terminés, ou voilà, et Van Damme met quelques kicks sympas, mais pas du tout mis en scène, et puis aucun enjeu. Voilà, c'est vraiment nul en termes de film de bagarre. Donc c'est un 2. Je mets pas de bonus JCVD. Il est pas plus investi qu'ailleurs, il est pas dans son assiette, mais il faut peut-être pas tirer sur l'ambulance non plus. On arrive à un total de 2,5. Alors c'est un des pires scores, hein. Il va être classé 22e là, dans le classement, dans le trio des films, dans le paquet de bas, hein, les mauvais films. À voir tout de même, si vous voulez faire une soirée entre copains, pour voir un nanar où on rigole bien, qui est vraiment poussé au ridicule. Cependant, j'étais en train de me dire si c'était pas du même acabit que Batman et Robin par exemple. Et je préfère encore Batman et Robin, qui est encore plus drôle et encore plus ridicule. Voilà. Donc, mais il est un peu dans la même catégorie des nanars assez sympas. Vous tombez dessus à la télé, je pense que vous continuez, vous poursuivez jusque quasiment la fin du métrage. Voilà, c'était cet épisode spécial sur ce film un peu emblématique de la carrière de Jean-Claude, Street Fighter. On va repartir dans des films beaucoup plus récents la prochaine fois. Et en attendant, je vous souhaite un excellent été, et on se retrouve dans 15 jours pour la suite de nos aventures. Salut. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.